Alors, le prochain spectacle s'intitule Imperare. C'est une forme courte sur un texte de Marie Cahagne, qui l'interprète également. C'est une mise en scène d'Élodie Segui pour la compagnie L'Organisation. Une forme conférence qui tourne autour du projet Herboristerie, qui a pour thème la privatisation du vivant. Il ne me restera qu'une seule chose à vous dire. Les sangliers sont lâchés. Les sangliers sont lâchés. En 2017, éclate l'affaire des Monsanto Papers. Toutes les archives secrètes de la firme chimique sont alors rendues publiques grâce à la justice états-unienne. On y découvre toutes les méthodes, les pressions exercées par l'entreprise.
mais aussi les manipulations scientifiques, comme l'écriture fantôme. L'écriture fantôme, qui consiste à faire écrire par des employés des articles visant à dissimuler les dangers du glyphosate, principe actif du produit phare de Monsanto, le Roundup. Article signé ensuite par des scientifiques reconnus et indépendants. Glyphosate, cancérigène probable. Pourquoi l'Union européenne a-t-elle renouvelé son autorisation pour 10 ans? Nos agriculteurs ne souffrent-ils pas déjà suffisamment? Si le pourquoi renvoie à une indignation qui paraît audible, le comment vient dans la foulée. Comment des entreprises comme Monsanto parviennent-elles à imposer leurs produits dans l'Union européenne? S'agit-il uniquement de lobbying? Dans ce cas, comment expliquer le temps de réaction de nos institutions? Où est l'amour pour nos agriculteurs? Où est l'amour pour la population à qui on fait bouffer de la merde? Où est notre amour? Où est mon amour? Où est l'amour pour nos agriculteurs? Où est l'amour pour la population à qui on fait bouffer de la merde? Où est notre amour? Où est mon amour? L'amour, 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 toujours le vieux discours, soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs, les mémés les plus louches n'ont que ça à la bouche. Oh, de grâce arrêtez de vous badigeonner de cette bubidiote, j'en ai plein la culotte. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les cocos. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les cocos. Les décisions européennes sur l'agriculture concernent la nourriture de plus de 511,8 millions de personnes, sans compter les exportations. C'est pourquoi la politique agricole commune, PAC, est un des éléments clés de l'Union européenne. On entend de plus en plus parler du terme de privatisation du vivant. Cela peut être illustré par le fait que 95% des semences du secteur des légumes sont contrôlées par le monopole de 5 grandes industries semencières. Monsanto, Bayer, c'est la même chose. Syngenta, qui a été racheté par le chimiste Chimchina. L'encyclopédie universaliste définit le lobbying comme l'attitude et l'action des groupes de pression qui cherchent à défendre les intérêts de tiers acteurs face aux décisions des pouvoirs publics. L'encyclopédie universaliste définit le lobbying comme l'attitude et l'action des groupes de pression qui cherchent à défendre les intérêts de tiers acteurs face aux décisions des pouvoirs publics. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. À Bruxelles, la capitale politique de l'Union européenne, on dénombre pas moins de 25 000 lobbyistes actifs, pour 43 000 fonctionnaires et agents européens. Et le budget total déclaré, dédié au lobbying, égale 1,5 milliard d'euros par an. Pour défendre leurs intérêts et leurs monopoles, les entreprises ont recours au lobbying. Ce lobbying se fait aussi bien auprès des parlementaires élus qu'auprès des fonctionnaires de l'Union européenne. Les entreprises d'un même secteur cherchent à s'allier pour défendre une position commune par l'intermédiaire d'une fédération. C'est dans ces fédérations que les lobbyistes travaillent. Fédération, c'est appelé Business Association. Business Association. Business Association.
Association. Business Association, which serves the prestation and the result. Federation, use all methods to defend the interest of the client. Les fédérations utilisent toutes sortes de méthodes pour que les normes établies correspondent à l'intérêt de leurs clients. Les entreprises dissimulent le but lucratif qu'elles poursuivent. C'est pourquoi les lobbyistes brandissent d'autres arguments, tels que la menace du chômage, la compétitivité, ou, lorsque la situation l'exige, se plaçant comme des défenseurs de l'écologie. En 2017, toujours, une journaliste découvre un compte Facebook qui prend la forme de témoignages d'agriculteurs défendant les pesticides, sans lesquels il serait impossible de nourrir la planète. Or, en remontant l'origine de beaucoup de ces comptes, on découvre la Glyphosate Task Force, un groupe de 22 agro-industriels, et le CPA, l'association pour la protection des... Le CPA, l'Association pour la protection des cultures, une association professionnelle dont Monsanto est membre. Pour cette campagne, où le glyphosate n'est jamais nommé expressément, mais on fait l'apologie des pesticides par la voix des agriculteurs, le CPA a remporté le prix de la meilleure campagne d'une association professionnelle en 2017. On peut rajouter que le directeur des affaires publiques de l'ECPA est un ancien conseiller à la communication de la Commission européenne. Et voilà. C'est normal. Ancien conseiller à la communication de la Commission européenne. Directeur des affaires publiques de l'ECPA. Normal. Pas de soucis, public, privé. Meilleure campagne d'une association professionnelle. Il semblerait que nous soyons face à un cas relativement léger de porte tournante. Il s'agit d'acteurs qui passent du public au privé après avoir fini leur mandat, leur contrat. Ce qui soulève la question des conflits d'intérêts. Pour comprendre ce phénomène des portes tournantes, il faut revenir aux origines de l'Union européenne. Les petits pas de la construction européenne. Pas légitime pour un soi à sa création, l'objectif était de faciliter les marchés, pour instaurer une paix par le commerce, développer le libre-échangisme appuyé par les États-Unis, qui espéraient y vendre leurs marchandises sans trop de taxes douanières. En France, par exemple, communistes et gaullistes s'opposaient, bien que pour des raisons différentes, à la création de cette Union européenne trop dépendante des financements états-uniens. Aussi, pour construire l'Union européenne, il a fallu s'imposer face aux souverainetés nationales. Or, le moyen le plus sûr de le faire était d'avoir l'approbation et le soutien actif des milieux d'affaires. Les fondateurs de l'Union européenne ont donc demandé aux entreprises de former des coalitions par secteur, créant ainsi des empires économiques avec une puissance d'influence énorme. L'Union européenne s'est donc construite de manière à répondre aux besoins des grandes entreprises, faisant ainsi primer l'économie sur le social. Quel est le rôle et le poids des lobbyistes? Les lobbyistes connaissent très précisément les dossiers qu'ils traitent, car ils doivent connaître les produits de leurs clients et être capables de prévoir les conséquences politiques, économiques et humaines d'une nouvelle loi. Pour les lois européennes, les parlementaires ont pour mission d'écrire des amendements. C'est là qu'intervient le lobbying le plus malin.
Les lobbyistes rédigent des amendements prêts à l'usage, qui peuvent être directement repris et utilisés par les parlementaires. Pour avoir plus de chances que leurs idées soient reprises, les lobbyistes doivent connaître les codes et les pratiques de l'administration européenne et posséder un réseau de relations important. En 2007, un eurodéputé a prodigieusement énervé ses collègues car il a déposé un amendement où était encore visible le logo du groupe de lobby qu'il avait écrit. C'est-à-dire qu'il n'avait procédé à aucune modification et s'était juste contenté d'être l'instrument permettant de déposer la proposition. Les milieux d'affaires ont donc intérêt à embaucher des gens ayant déjà travaillé dans l'institution et qui en connaissent le fonctionnement. Face aux arguments très techniques et scientifiques fournis par les entreprises, les hommes politiques sont souvent démunis, sans les connaissances nécessaires pour opposer des arguments. Pour exemple, l'European Parliamentary Financial Services Forum est une association de députés directement financée par le secteur bancaire, dans le but d'échanger des informations sur les marchés financiers européens. Cela a un effet pervers, car pour un homme politique, être spécialiste d'un sujet est synonyme d'influence. Or, les lobbies sont une véritable source d'information, mais une information orientée. De l'industrie disposait de 40 millions d'euros et pouvait mobiliser 160 ingénieurs salariés pouvant accéder aux ressources de 550 compagnies membres. Heureusement, pour assurer une indépendance technique, l'Union européenne a créé des agences composées de scientifiques dans le but d'évaluer des risques sanitaires. C'est le cas de l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, présidée en 2008 par Diana Banati. Son rôle est de fournir des avis scientifiques et indépendants aux décideurs qui réglementent la sécurité des aliments en Europe. En scientifique éclairé, Diana Banati est également membre de l'ILSI, International Life Science Institute, partenaire scientifique pour un monde plus sain. L'ILSI compte parmi ses membres Unilever, Bayer, Monsanto, BASF, Nestlé ou encore Syngenta. Parmi ces noms, on trouve le top 4 des plus gros vendeurs de pesticides, commerçants d'OGM ou breveteurs de semences. Donc, en 2008, Diana Banati est membre du comité directeur de la branche européenne de l'EFSA et présidente de l'EFSA, alors chargée de statuer sur les OGM. 1,
soulève un deuxième problème, qui s'oppose à la véritable démocratisation de l'Union européenne, juste après celui des portes tournantes. Celui du nouveau rôle de la science, de la technicisation des normes, qui demande toujours plus de moyens et de ressources aux différents acteurs pour être représentés. Ces normes scientifiques servent parfois à éliminer la concurrence. En faisant passer des normes strictes qui désavantagent les entreprises adverses. Lorsqu'un produit est remis en cause, à cause de sa dangerosité écologique ou humaine, la pratique est de semer le doute, en produisant des études qui ne prouvent rien, ni l'innocuité, ni la toxicité. Naomi Oreskes parle de marchands de doute. Si donc il existe des marchands qui vendent et produisent des semences, il existe des marchands de doute. Ils fabriquent et commercialisent l'incertitude. Leurs clients sont les multinationales et leur cible, c'est nous. Le cas le plus tristement célèbre est celui de l'industrie du tabac. De 1954 à 1998, pendant plus de 40 ans donc, les industriels du tabac ont commandité au comité de la recherche de l'industrie du tabac 6400 articles sur le lien de causalité entre la cigarette et le cancer du poumon, parmi lesquels aucun n'est parvenu à le trouver. Plus de 300 millions d'euros ont été dépensés dans cette recherche infructueuse. Comme quoi, lorsqu'on ne veut surtout pas trouver, il faut très bien chercher.